Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de ce lundi 7 mars 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis désolé pour jeudi, vendredi, malheureusement, je suis indisponible pour présenter cette émission. Alors, avant de démarrer et de rentrer plus dans le vif du sujet, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, ce matin, nous avons des petits plats européens, une tentative de rebond, je dirais, notamment après la grosse chute qu'on a eue sur l'ensemble du marché indiciel, le marché action, notamment le CAC 40 et son grand frère, le DAX allemand, qui ont perdu quasiment la semaine prochaine plus de 10%. Néanmoins, on a quand même quelques indices qui restent quand même sous pression. La semaine dernière, notamment en fin de semaine, Wall Street a finalement entamé un début de mois dans le rouge, donc le mois de mars sur fond justement d'intensification de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui continue à alimenter les craintes des investisseurs, affectant particulièrement le secteur justement financier qui a décliné pour une nouvelle séance consécutive, notamment de baisse. Alors, la Russie a prévenu sur le fond au niveau des tensions, a prévenu les habitants de Kiev d'évacuer la capitale ukrainienne parce qu'effectivement, ils avaient l'intention de les bombarder la capitale, enfin quelques secteurs assez spécifiques, a bombardé également la ville de Kharkov. Voilà, ils se dirigent tout droit vers Kiev, ils avancent petit à petit. Par conséquent, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette invasion lancée par Moscou a provoqué bien sûr des critiques et des sanctions de la part de Washington, de l'Occident, notamment le gel des avoirs de dirigeants, dont celui du président russe Vladimir Poutine, et aussi l'exclusion, bien sûr, de banques russes du réseau SWIFT, Visa, Mastercard notamment ont rejoint cette partie-là, mais surtout de ce qu'a annoncé dernièrement Washington et bien sûr et ses partenaires européens, d'une possible interdiction des importations de pétrole russe qui a poussé donc dans la nuit, cette nuit-là, une envolée assez exceptionnelle, notamment des cours du pétrole jusqu'à 130 dollars le baril. Donc, inquiétude toujours sur les marchés. Ce conflit, bien sûr, entre l'Ukraine et la Russie, comme je vous le disais. Les indices ont donc commencé le troisième mois de l'année dans le rouge. Après, déjà, donc, déjà 2 premiers mois négatifs. Ce matin, on a tenté de reprendre un peu de hauteur, notamment en Europe. Le DAX commence un petit peu à se reprendre. On verra ça sur la partie technique. Néanmoins, il y a quand même toujours des inquiétudes concernant l'économie. Ça reste quand même la principale source que je vous disais, notamment la principale raison des inquiétudes au niveau des investisseurs. Et effectivement, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine risque de fragiliser l'économie déjà européenne, mais aussi d'accentuer un petit peu ces poussées inflationnistes. On a notamment avec actuellement la flambée du pétrole qui a encore bondi une nouvelle fois ce matin et a touché des niveaux de 2011 et surtout la flambée des matières premières agricoles, notamment le blé. Alors, les États-Unis ont décidé à leur tour de fermer leur espace aérien aux appareils russes, alors que les forces russes tentent d'encercler quasiment les villes ukrainiennes euh, en intensifiant justement les bombardements presque 10 jours après le début de l'offensive. Néanmoins, on peut espérer effectivement une légère accalmie, en tout cas en fin de matinée, pour effectivement créer ce couloir, notamment pour les civils. En tout cas, il y a quelques news qui sont tombées dans la matinée, comme je vous disais, disant que la Russie était prête prête à reprendre à des négociations avec les dirigeants ukrainiens. Mais bon, il faut prendre ça bien sûr avec beaucoup de pincettes. Donc, voilà, en tout cas, espérons. Mais comme je vous le disais, donc une légère accalmie, une légère hausse qui pourrait effectivement permettre justement aux indices enfin de reprendre un peu de hauteur. Enfin, on fera le point bien sûr sur la partie macro, mais c'est vrai qu'on a eu quand même une estimation des prix à la consommation sur la partie inflationniste, la partie consommation en zone euro, qui montre justement qu'il y a des pressions inflationnistes sur le conflit en Ukraine. Effectivement, l'inflation en zone euro a de nouveau atteint un nouveau plus haut annuel.
Concernant la partie macro, ici, nous avons effectivement un sujet intéressant, notamment les taux concernant la banque russe, comme vous avez pu le constater depuis notamment la semaine dernière et la fin à 10 jours à peu près en début de semaine dernière. On a assisté à un effondrement de la rouble russe. Par conséquent, la Banque de Russie, elle, a relevé son taux directeur en urgence puisqu'il est monté à 9,5%. Il est passé quasiment à 20% et la Banque de Russie déclare que les conditions extérieures, effectivement, de l'économie russe ont radicalement changé depuis le gel des avoirs russes et les sanctions quand même assez lourdes, notamment la crainte d'exclure la Russie du réseau SWIFT. Et elle déclare justement que la hausse des taux est nécessaire pour rendre les dépôts en roubles attractifs. Et effectivement, lorsqu'une banque centrale relève ses taux, forcément, sa devise devient plus attractive et les investisseurs cherchent justement à avoir des rendements intéressants sur ces devises-là. Donc là, effectivement, grosse pression de la part de la Banque centrale russe qui a doublé ses taux en urgence, qui en est donc passé de 9,5 à 20% pour limiter l'effondrement de la rouble russe. Il a quand même chuté drastiquement, puisqu'il a perdu quasiment 40% de sa valeur en l'espace d'une semaine. Et d'un autre côté, le fait de monter les taux permet d'éviter, en tout cas, de contrôler potentiellement une inflation forte. Voilà, une inflation dans le pays, justement. Il faut savoir que la Banque centrale américaine doit relever plusieurs fois cette année ses taux, justement pour tenter de juguler un peu cette inflation. Et donc là, c'est un peu la même chose pour la Russie, dans le sens où elle va tenter de limiter la casse pour la rouble russe. En tout cas, d'éviter une dégringolade encore plus profonde, notamment, et potentiellement anticiper les risques d'inflation forte à venir dans le pays. Je vais vous montrer un sujet aussi important concernant les hausses des taux de la Fed, puisque là, on s'approche quasiment de la date butoir, puisque c'est le 16 mars qui est prévu l'augmentation des taux. Alors, concernant la hausse des taux, donc, il y a bien sûr un discours en tout cas des annonces qui vont être surveillées de la part de Jérôme Powell, le président de la Fed. Comme je vous le disais, donc il est intervenu la semaine dernière, mais bon, il n'y avait pas eu grand-chose, il n'y avait pas eu de mouvement assez particulier, pas de changement au niveau de sa politique. Et vous voyez comment les marchés se sont très vite retournés, notamment au niveau de ce graphique, comme vous pouvez le voir sur le site, c'est le site isabelnet.com à laquelle vous pouvez le trouver. En tout cas, je vous présentais il y a quelques temps de cela les prévisions de différentes banques, que ce soit Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi Morgan, Morgan Stanley, et surtout, et chacun y allait un petit peu de son estimation de monter 4, 5, 6, voire 7 hausses de taux pour 2022. Et là, on constate très clairement qu'on est passé de 6 hausses de taux seulement à 4 hausses de taux actuellement. Donc, les tensions entre la Russie et l'Ukraine impactent bien sûr les rendements obligataires, impactent aussi le resserrement monétaire. Et donc, vous doutez bien que si la Fed met en place, comme ce qui était prévu selon les Fed Funds et les anticipations des Fed Funds, une hausse de taux de 50 points de base, ça pourrait créer, je dirais, un gros accident de marché. Déjà qu'il y a pas mal de volatilité actuellement sur les marchés, des opérateurs assez nerveux, un VIX. Le VIX, juste pour rappel, c'est l'indice de volatilité. Là, on appelle ça l'indice de la peur, toujours aux alentours de 30, voire même au-delà. Et si dans dans une semaine, une hausse de 50 points de base pourrait avoir lieu, alors là, on risque d'avoir un très gros décrochage au-delà de ce que nous avons actuellement. Et ça, c'est très, très, très clairement les banques qui vont, qui veulent éviter en tout cas ce genre de scénario. Les marchés l'ont bien compris, ça se voit actuellement notamment dans les anticipations sur ce tableau-là. Et effectivement, ça, c'est quand même fortement dégonflé. On est quand même à 6 hausses de taux aujourd'hui. On est plus qu'à 4 hausses de taux. Si le conflit finalement entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie, il n'y a pas d'issue dans l'immédiat, dans les semaines à venir. Alors forcément, on pourrait encore tomber. En tout cas, pour ma part, personnellement, je vois mal la Fed céder 6 voire 7 hausses de taux cette année.
voilà, on va avoir sûrement un sentiment de remake de 2018 où elle avait procédé à 4 hausses de taux et derrière, les marchés avaient perdu, voilà, avaient perdu pied. Donc là, on est sur 4 hausses de taux, à mon avis, 2 voire 3 hausses de taux. Voilà, tout dépendra encore, voilà, encore une fois de l'environnement, des tensions géopolitiques, mais aussi de la poussée inflationniste à venir. En tout cas, espérons. Voilà, on aura un pic au mois de mars, mais comme on a pu le voir en zone euro, actuellement, nous n'avons toujours pas de pic inflationniste. Le pic d'inflation n'est toujours pas derrière nous, puisque en zone euro, on est quand même ressorti à 5,8%. Là aussi, le resserrement monétaire ne dépend pas que du conflit Ukraine et Russie, mais aussi de l'inflation persistante un peu partout dans le monde, hein, mais notamment aux États-Unis. Ça, c'est le sujet, notamment au niveau de la Fed. Alors, au niveau du programme du jour, vous avez effectivement Boeing, donc l'action Boeing, le DAX allemand, le Germany 40, donc le pétrole et la parité euro-dollar. Alors, l'action Boeing, on va regarder ensemble. Hop. Voilà. Donc là, on est sur Boeing. Alors, depuis le début de l'année, donc là, on est sur un graphique mensuel, hein. On voit que Boeing, effectivement, a perdu voilà, quasiment ce mois de mars, il a perdu 11,93%, perdu 0,4% au mois de janvier. Donc, pour 2022, on est quasiment à moins 7, moins 8% depuis le début de l'année sur les actions de Boeing. Alors, il y a eu des chiffres quand même très décevants du quatrième trimestre sur l'action, sur l'entreprise, et l'invasion, bien sûr, de l'Ukraine par la Russie ont mis le titre sous pression. Les investisseurs, bien sûr, long terme, pourraient envisager d'acheter à la baisse, surtout si le titre descend voilà, vers les 150 dollars ou 170 dollars. Fin janvier, Boeing a fait effectivement a chuté de plus de 52 semaines à 183 dollars. On a repris un peu de couleur au mois de février, puisque l'action, le mois de février, l'action a gagné 2,55%. Et là, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, l'action a perdu 11,93%. Voilà, donc c'est une perte quasiment de 7-8%. En tout cas, les résultats financiers du quatrième trimestre qui ont été publiés le 26 janvier, les résultats ont été très décevants. Le flux de trésorerie reste positif, reste assez positif de 494 millions de dollars, ce qui a quand même surpris un peu les analystes. Bon, les tensions actuelles sont plutôt orientées à la baisse. Le pré-market de cet après-midi sera aux alentours de 177,80, donc bien au-delà voilà, de la clôture de Wall Street de vendredi. Alors, est-ce qu'on est sur un gros niveau de support? Est-ce qu'il est intéressant d'acheter les actions Boeing? On va essayer de faire un petit des retracements de Fibonacci pour voir si effectivement on n'a pas quelque chose d'intéressant sur l'action. Donc, je prends le point le plus haut, je prends le point le plus bas. Effectivement, le point intéressant d'achat serait aux alentours des 173,25, tout en sachant que le pré-market sera à 177,80. Un point d'entrée intéressant, si vous êtes acheteur sur l'action Boeing, ce serait à ce niveau-là, aux alentours des 173,25, 174. Si je prends les Fibo sur long, les vagues haussières, baissières, donc je prends le plus haut, plus bas, et également ici. Ouais. Deux gros niveaux de support, ça serait effectivement cette zone-là. La zone, ouais, ça serait la zone de cette zone-là, c'est une zone d'achat. Alors, c'est une zone d'achat, une zone d'intérêt intéressante. Donc, entre 143 et 175, ça serait une zone d'achat sur l'action Boeing, en tout cas sur du moyen long terme. On va regarder ensemble en hebdomadaire. En hebdomadaire, vous voyez, la FIBO est ici à 173,25. 173,25. Si vraiment vous voulez vous positionner là-dessus, ça peut être intéressant de se positionner à l'achat sur ce niveau-là. Pour l'instant, la tendance reste baissière. Ça, c'était la semaine dernière. Alors, on va entamer bien sûr la nouvelle semaine aujourd'hui. Le souci pour acheter le Boeing, on ne peut pas acheter tout de suite du Boeing. C'est un peu délicat.
parce qu'on a cassé le niveau de support, hein. Vous voyez ici, vous avez un gros niveau de support, la dynamique baissière, haussière, baissière, haussière. Là, la semaine dernière, on a cassé. Donc, que va faire le marché? Pourrait tenter effectivement un petit, on va dire, un petit rebond technique vers ce niveau-là, vers cette zone, et repartir pour aller chercher les 173,25. Parce que là, la zone rectangulaire que vous avez ici, que vous avez, est une zone de résistance. Donc, le marché pourrait effectivement tenter d'aller rechercher cette résistance et repartir à la baisse pour aller chercher les 173,20. On va regarder sur du journalier. Mais effectivement, le journalier, on le confirme, hein. Regardez cette bougie baissière intéressante. Donc là, moi, je patienterai effectivement un petit rebond technique pour pouvoir me positionner à la baisse. Et si vraiment vous voulez acheter du Boeing, ce serait plutôt dans cette zone rectangulaire ici que vous avez en achat, la zone en bleu ici. Ça peut être intéressant d'acheter du Boeing. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central, qui envisagent toujours une baisse sur Boeing. La dernière mise à jour a été faite ce matin à 7h32 avec un objectif à 163,40, 155,50, tant qu'on est en dessous des 199,10. Mais bon, ça, ce serait une zone d'achat, hein, sachez-le. La zone d'achat serait aux alentours des 163,40. Ça, ce serait une très, très belle zone d'achat. On va passer sur le DAX allemand, le Germany 40. Donc, on va regarder ensemble qui a fortement chuté, mais qui reprend de la hauteur, puisque le marché est en train de rebondir sur une très, 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 très grosse zone technique qui est là, hein. Je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous montrer tout de suite en mensuel. Et c'est ça qui est intéressant de faire les Fibonacci. Alors là, j'ai tracé effectivement la Fibo. Je vais vous le tracer si vous voulez de nouveau. D'accord? Donc, vous voyez les droites qui sont tracées ici. Hop. Donc, je prends les Fibo, le point le plus haut, le point le plus bas. Donc, entre le mois de février, c'est la période du coronavirus, donc février, mars 2020, et ça me trace automatiquement donc, les zones de Fibonacci. Regardez l'impact dessus, c'est-à-dire qu'on a touché les 12 572. Bon, on est bien passé un petit peu en deçà, d'où l'importance de faire attention à vos stops, de bien les élargir pour pas qu'ils touchent à chaque fois vos points de sortie. Et vous voyez que le point le plus bas est à 12 428. Donc, si vous mettez un stop aux alentours des 12 450, c'est touché, c'est perdu. 12 500, c'est perdu. Même si ça rebondit, regardez comment ça rebondit, on est à 12 922 au moment où je suis en train de vous parler. Donc, effectivement, si à la fin du mois, on repasse au-dessus de cette zone rectangulaire, alors là, sachez que le mois prochain, on peut avoir un mois très, très intéressant, donc le mois d'avril, à la hausse. Et regardez, là, je viens de vous tracer les zones de Fibonacci. Je les ai également mis sur des zones, sur des unités de temps, pardon, moyen terme, notamment hebdomadaire et journalier. Alors là, vous avez deux types de Fibonacci. Hop, je vais retirer celui-ci. Donc, il est là, hein. Donc là, vous avez la Fibo des 12 572 et voilà, un rebond assez exceptionnel sur le DAX allemand. Et on va le voir sur du journalier. Hop. Donc là, la zone est 13 800, c'est une zone qui a été franchie. La zone de 13 300, une zone franchie également. Alors, si on a ce type de configuration-là, avec… attendez, je vais juste vérifier. Hop. Alors, cette figure, ce chandelier japonais est intéressant. On appelle ça généralement dans une dynamique baissière. Vous allez voir par vous-même, c'est un marteau, hein. Alors pourquoi un marteau? Parce qu'après une dynamique baissière et vous avez ce genre de configuration, alors bien sûr, la bougie n'est pas terminée. Il reste encore 9h36 avant la fin de la bougie. Mais si la bougie ressemble à celle-ci, généralement, on repart à la hausse. Donc, on est dans une dynamique baissière. Donc, techniquement, le marché a un potentiel pour repartir à la hausse. Donc, il faudrait patienter la fin de la bougie pour pouvoir être sûr, notamment de la confirmation de ce marteau et effectivement de pouvoir renforcer sur un rebond sur le Germany 40. On va regarder ce que préconisent les analystes Trading Central. Hop. 12 250, 11 890, tant qu'on est en dessous des 13 150. Mais attention, vous avez ce qu'on appelle un gap ici, un gap que vous pouvez voir ici entre la clôture de Wall Street vendredi et l'ouverture de la séance aujourd'hui. Donc, généralement, les gaps sont faits pour être bouchés. Donc, à un moment ou à un autre, le marché va tenter de les boucher
Et effectivement, ça serait aux alentours des 13 100, quelque chose comme ça, 13 000. On n'est pas très loin, au moment où je suis en train de vous parler. On est quasiment, voilà, on a 12 900, donc on est quasiment, on va regarder ensemble le gap, si on peut l'avoir sur la plateforme sur H4. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. L'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là aux alentours des 13 000. Voilà pour le Germanie. On va passer sur le pétrole. Alors, le pétrole, comme je vous l'ai dit en introduction, pardon, avant de passer sur. Ouais. Avant de passer sur le. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'était une nuit assez particulière après l'annonce notamment de Washington et ses partenaires, quand même, de stopper complètement les importations de pétrole de Russie. Voilà, ce qui a poussé le baril à plus de 130 $. Je parle du Brent. On va regarder ensemble. Le pétrole qui tente effectivement un retracement assez important. Et ça, on le verra. Et je vais vous montrer sur la part des Fibonacci notamment. Alors, je vous ai parlé à de maintes reprises sur ces zones de 2011, 2012, 2013, 2014. C'est la zone rectangulaire qu'on a ici. C'est une bougie mensuelle. Vous voyez, il va marquer 24D. Ça veut dire qu'il reste encore 24 jours avant la clôture de cette bougie. Alors, effectivement, si la bougie clôture au-dessus de cette zone ici que vous avez là, le marché pourrait retracer là et repartir à la hausse pour aller chercher les 131, voire les niveaux de 2008. En 2008, c'était c'est les 147. Donc, on a une zone, une zone très, très intéressante sur le pétrole. Mais est-ce que le pétrole va nous faire ce qu'on appelle un piège technique, repartir sous les 115, 110? Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire de la vente à découvert, de prendre des opérations baissières. On va regarder ensemble ici. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les retracements de Fibonacci. Donc là, je vous ai tracé donc, les Fibos du point. Alors, ce n'est pas en hebdomadaire, donc on va le regarder en journalier. Je vais l'enlever et je vais le mettre sur du journalier pour que ce soit plus lisible. On va regarder ensemble sur du journalier ici. Voilà. Donc, j'ai pris la vague haussière. Vous voyez, la vague haussière, donc entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et là, effectivement, il m'a tracé automatiquement les 141%, les 127. Vous voyez comment c'est assez chirurgical ici. On touche ce niveau aux alentours des 141% et le marché continue à chuter. Là, on est à 121,50. Pour l'instant, dans la journée, on est à plus 5,76% depuis cet envolé. Maintenant, il faut voir un petit peu sur H4, sur 4 heures. Qu'est-ce que nous avons? On va regarder ensemble. Et là, effectivement, on peut avoir un retracement sur un repli sur le prix du pétrole. Si vraiment vous voulez acheter du pétrole, ça serait aux alentours des 118, à peu près 118, 119. Pour l'instant, la dynamique est quand même assez baissière. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent une continuation haussière vers les 135 $. Voilà, tant qu'on est au-dessus des 107,30. En revanche, si on passe sous les 107,30, là, on pourrait avoir un repli assez important pour aller chercher les 100, voire les 94,60. Enfin, nous allons passer sur la parité euro-dollar, la paire de devises monétaires qui est effectivement qui a fortement chuté ces derniers temps. On va regarder ensemble. Alors, on est sur ce qu'on appelle un triangle symétrique de creux. Donc, vague haussière, vague baissière, vague haussière, vague baissière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des grosses zones de support de 2019 et 2020. Donc, c'était le mois de septembre, octobre 2019. Et on a eu la période de février, mars, avril, mai 2020. C'était la zone qui a été touchée. Et là, on retente de tester cette zone. Alors, très, très intéressante, parce que là, on est sur un très, très gros niveau de support. Le marché pourrait tenter de rebondir sur ce niveau-là et repartir à l'intérieur de ce triangle symétrique et aller rechercher de nouveau les 1,10 pour repartir de nouveau plus haut. Voilà, le marché a fortement chuté. On a eu effectivement ici une épaule tête-épaule avec une validation puisque la ligne de coup était là. On a eu cassure de cette ligne de coup, c'était le mois de septembre 2021. On a tenté de repartir à la hausse avec le mois d'octobre 2021 et on est parti fortement à la baisse. Et là, on est sur une très, très grosse zone de support. Tout nous porte à dire qu'on peut avoir un rebond sur la parité euro-dollar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur du court terme, notamment sur du journalier. Alors, regardez, là, je vous ai tracé des Fibos avec une vague haussière, vague baissière, vague baissière, vague haussière, pardon. Donc, je vais vous le retracer de nouveau pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, donc là, on va tracer
vague, donc vague haussière, vague baissière, pardon, vague haussière. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là des 1,618. C'est-à-dire qu'à 0,9, 10, 0,4, alors là, c'est ça qui est intéressant. Si on met ça sur 4 heures, si 4 heures, on passe au-dessus de cette zone en bleu que vous voyez ici, alors là, on pourrait aller chercher les 1,10. D'accord. Donc, il faudrait patienter pour voir si effectivement on repasse au-dessus. Et à ce moment-là, on rachète de l'euro-dollar. On va regarder ce que préconise l'analyste trading central qui envisage une continuation baissière à 1,0760, 1,0630, mais je reste quand même, je prendrai cela avec beaucoup de pincettes. Alors, je vais vérifier quand même. Ouais, l'analyse a été faite ce matin à 6h45 du matin. Ouais, moi, je pense qu'on est sur des très gros niveaux de support. Je pense qu'on peut avoir un rebond technique intéressant sur la parité euro-dollar, mais attendez quand même la fin de la bougie pour en être sûr et pouvoir se positionner à l'achat sur la parité euro-dollar. Voilà pour ce lundi 7 mars 2022. Malheureusement, je dois vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine émission.